APAN M360, je suis avec Vincent Lemieux et Alain Mongeau, programmateurs de Mutech. Et Mutech qui fête un quart de siècle, donc 25 ans. Le temps file. Alain Mongeau, n'est-ce pas? À qui le dis-tu? On va commencer par l'idée de 25 ans. Avez-vous spontanément, là, on vous l'a demandé certainement, des souvenirs qui vous viennent à l'esprit sans forcer, qui marquent un peu votre mémoire? Ben, écoute, la première édition reste quand même assez gravée dans mon esprit. Ça, c'était l'édition avant que Vincent soit là. Oui, ben en fait, j'étais pas là, mais j'étais là physiquement parce que en fait, j'ai rencontré Alain à peu près à ce moment-là. Moi, je vendais des billets dans mon magasin de disques, donc j'ai assisté à toutes les shows. Mais c'est ça, le souvenir, c'est que c'était au mois de juin. Début juin ou fin mai, début juin. C'était pendant la vente de trottoir sur Saint-Laurent. Le lieu principal, c'était Excentris. Probablement qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas de quoi je parle aujourd'hui. Aussi, notre salle principale le soir, c'était le Café Campus. Et notre scène extérieure, en fait, c'était l'ouverture des fenêtres au Laika avec un petit stage dehors. Fait que c'était, puis en tout, sur 5 jours, on avait eu à peu près 2000 entrées, c'est-à-dire 2000 cas qui se sont déplacés sur les 5 jours de festival. Fait que c'était très à la bonne franquette, assez disons, naïf. On faisait. On ne savait pas trop, j'imagine, dans quoi on s'embarquait, dans le sens que qui aurait prédit que le festival allait durer 25 ans et plus, j'espère. C'était pas écrit dans le ciel. Ça répondait peut-être à un désir que moi j'avais, un besoin que je ressentais de faire un événement. En fait, à mon échelle personnelle, c'est que moi, j'avais un enfant, je ne pouvais pas déménager à Berlin ou à Barcelone à l'époque comme tout le monde faisait. J'avais l'impression que tout se passait en Europe. Puis je me disais, peut-être que vu que je suis comme pogné à Montréal, je vais m'arranger pour essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose. C'était un peu dans cette idée-là, à l'échelle personnelle, je dirais. Moi, c'était assez frais parce que c'était tous les artistes que j'appréciais, dont je vendais les disques au magasin où je travaillais. Donc, pour moi, c'était comme aller dans un magasin de bonbons. Là. C'était tous les artistes que j'affectionnais à cette période-là. Fait que pour moi aussi, je trouvais ça comme rafraîchissant. Même si, bon, j'avais déjà participé, j'avais déjà vu le Media Lounge qu'Alain faisait avant. Tu sais, j'avais comme client, là, mais pas comme programmateur à l'époque. Et donc, 25 ans plus tard, le festival Mutech est décliné dans plusieurs pays. C'est une marque très connue. C'est un festival qui est devenu une institution. Comment l'avez-vous pensé 25 ans plus tard, cette fois-ci? Vous avez sûrement pensé à un 25e anniversaire malgré tout, même si ce n'est pas nécessairement le propos absolu. C'est pas notre premier anniversaire. Là. Je pense qu'à chaque 5 ans, on fête quelque chose de symbolique. Donc, on a fait d'être là encore. Là. Il y a eu un 5e, un 10e, un 15e, un 20e, un 25e. Fait que je disais qu'à chaque fois qu'on repasse un anniversaire, on se pose un peu la question. C'est pas dans l'ADN du festival d'être tellement nostalgique parce que dans le fond, on est un festival qui, dans le fond, scanne un peu ce qui se fait de plus pertinent, puis on essaie on est quand même orienté sur l'évolution des pratiques, etc. Donc, quand on arrive à un anniversaire comme ça, c'est sûr qu'on regarde un peu en arrière, mais pas trop. On essaie de regarder, de continuer de faire notre job, de présenter ce qu'on considère comme actuel, puis aussi de mettre
la table pour l'avenir. Tu sais, comme cette année avec le village numérique, qui est un parcours d'installation numérique dans l'espace public au cœur du quartier des spectacles. Ben, c'est comme une nouvelle entité qu'on veut mettre en marche de façon récurrente pour continuer, dans le fond, à offrir une vitrine plus élargie de la création d'ici. Oui, je vois. Et aussi, donc, tous les éléments d'œuvres immersives qui sont plus proches des arts visuels et des arts vidéo prennent leur place comme elles l'ont déjà pris, cette place-là, mais cette fois-ci, il y a une emphase beaucoup plus grande. Oui, il y a quelque chose de plus assumé et qu'on veut rendre pérenne aussi. Maintenant, ben, vous avez toujours la série Expérience en 6 volets, la série Nocturne en 6 volets, la série A-Vision en 2 volets, les 2 soirées Nuit au Métropolis aussi. Vous avez le pique-nique, vous avez ce fameux documentaire que vous avez qualifié de performatif, pour utiliser un nouveau terme, un néologisme consacré à Brian Eno, si j'ai bien lu. Et vous avez votre événement spécial qui est à la fois instrumental et électronique au New City Gas. Donc, c'est vraiment un festival vastement déployé. Ouais, oui, c'est clair. Puis en plus, sur 6 jours, ça fait beaucoup de programmation, mais en fait, on essaye avec les différents programmes de montrer le spectre de la musique électronique présentement. Donc, chacun a ses, comment dire, c'est ton but, là, la scène expérience, c'est pour faire découvrir des nouveaux talents, mais en plus, cette année, on a comme rajouté beaucoup d'artistes internationaux. C'était comme un peu une façon de marquer le 25e. La série Nocturne, c'est assez varié dans ses choix musicaux. Il y a une courbe de différents mouvements de la musique électronique. Puis bon, les soirées au Métropolis sont des soirées plus festives, disons. Donc, plus grand public, si on peut dire, et à plus grand déploiement aussi, d'une certaine façon. Là. Et l'événement spécial est un des trucs qu'on est vraiment content de faire. C'est la 2e année qu'on le fait au New City Gas. Puis cette année, c'est vraiment, vraiment intéressant, là, la programmation. On est vraiment content. Colin Stetson, c'est un artiste qu'on essaie d'avoir depuis plusieurs années. Patrick Watson revient pour une 2e fois faire un projet spécialement pour nous, qui est comme pas du tout ce qu'il fait habituellement sous son nom, là, sous Patrick Watson. Donc, c'est ça, ouais. Il y aura Carolis Coverdale aussi dans ce contenu. Également, oui. Maintenant, si on regarde les musts connus, et après ça, on va essayer de trouver les pépites. Les pépites que vous avez identifiées, que la plupart d'entre nous ne connaissons pas, puisqu'on en a eu, enfin, à moins d'être extrêmement concentré sur cette scène-là précise. Mais évidemment, c'est toujours l'avantage des programmateurs d'événements comme le vôtre de nous faire découvrir. Alors, allons-y pour les musts connus, puis après ça, on ira dans les musts inconnus. Ben, les musts connus, ça dépend pour qui. Ah, voilà. Parce que c'est relatif aussi. Tu sais, vite, je dirais, si on y va un peu plus par série, justement, pour la scène extérieure gratuite qui est sur l'Esplanade Tranquille depuis 2 ans, notre scène extérieure, justement, est installée là. Puis il y a comme quelque chose qui s'est passé. On dirait que le fait de s'installer dans cet endroit-là, c'est venu vraiment grounder le festival d'une façon intéressante. Fait que cette scène-là, c'est un endroit où ça permet disons, au public d'être exposé au festival sans, justement, c'est gratuit, sans trop prise de risque. Et cette année, pour le 25e, je dirais qu'on a fait une programmation qui est des fois un peu plus de l'ordre d'un cadeau. Par exemple, un artiste comme Matthew Johnson qui va faire une performance en live
le mardi soir, ben, c'est quelqu'un qu'on aurait pu présenter au MTLUS en prime time. Marie Davidson, la même chose. Marie Davidson, la même chose, quelques jours après. Fait que la scène extérieure est vraiment comme une sorte de coupe transversale du festival offert sur un plateau d'argent pour un peu tout le monde. Puis justement, l'an dernier, à un moment donné, j'ai eu un flash. Je regardais ce qui se passait sur la scène extérieure, puis je me disais, OK, c'est exactement le feeling que j'ai. J'ai l'impression qu'on a pris le contenu du MTLUS, du Métropolis, puis on l'a transposé sur la scène extérieure tellement c'était une vibe, justement, plus de salle qui était transposée sur l'extérieur. Fait qu'il y a comme ça, toute la semaine, plein de projets qui sont dans cette scène-là. Et tous les soirs, on finit avec un set de DJ, parce que ça, c'est l'autre particularité de Mutech, c'est que c'est principalement des lives qu'on présente, donc des artistes qui jouent leur musique. Et il y a quelques rares DJ. Et sur la scène extérieure, ben, en fait, les DJ qu'on présente, c'est souvent des artistes qui sont présentés en salle le soir, qui font des lives, mais on leur demande de faire un set de DJ pour finir ce qui est sur la scène expérience. Oui. Maintenant, vous avez d'autres, évidemment, en salle et au-delà de l'Esplanade Tranquille, vous avez d'autres must que les gens, bon, on pense maintenant Code 9, c'est un must. Il est venu par le passé, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, alors voilà qui revient, ça fait partie de... Ben, Code 9, c'est un must. Sur la série, en fait, tous les soirs, c'est des must à la Société des arts technologiques. Le premier soir, on a un nouveau projet de Jacques Green et Noza Singh qui ont travaillé récemment ensemble. Ils vont présenter, dans le fond, pour la première fois, un live ensemble. Ça, c'est le résultat justement d'un artiste local avec qui on avait un dialogue. On vous disait pour le 25e, qu'est-ce que ça te tenterait de faire? Et le résultat de ce dialogue-là, ben, c'est ce projet-là qui est présenté en même temps dans un même programme aussi où on a un artiste japonais que nous, on adore, qui est Daito Manabe. Super intéressant. On a vu sa nouvelle création Tokyo à l'hiver dernier, puis on l'a revu à Barcelone, à Mutech Barcelone au mois d'avril. Puis en fait, il travaille sur toute une esthétique visuelle qui utilise l'intelligence artificielle. Ce qu'il fait, c'est assez flyé, je dirais. Peut-être que dans 5 ans, on va être tanné de cette esthétique-là, mais lui, il est probablement un des premiers que je vois l'utiliser de façon efficace. Donc, ça va être une soirée très Mutech pur et dur, de montrer donc des nouveaux projets d'artistes qu'on considère comme étant très à l'avant. Ben, j'ai utilisé le mot à l'avant-garde, mais qui sont vraiment à l'avant-plan, disons, de la recherche. Ce sont des gens qui ont de la vision et qui sont vraiment des leaders esthétiques. Alors, il y a Jacques. Oui, Jacques, l'artiste français qui fait de la musique électronique, mais qui a fait un crossover vers la pop un peu. C'est un projet spécial qu'il voulait absolument présenter à Mutech. Il nous a contactés. C'était quelque chose que lui voulait absolument présenter dans le festival. Donc, on était super contents. Le lendemain, ben, on a une soirée vraiment intéressante avec Ella Minus, qui a aussi un genre de crossover un peu plus pop, même si c'est de la musique assez expérimentale. Mais puis on a aussi Octo Octa qui vient pour la première fois jouer en live à Montréal. Il y a aussi, en fait, le jeudi à la SAT, c'est le premier de 4 soirées où il y a des performances aussi dans le dôme. Fait que les 2 paliers de la SAT sont utilisés. Puis en haut, il y a notamment le résultat d'un travail de résidence de St. John Hawk et Zora Jones dans le dôme. En fait, ils sont depuis quelques semaines en train de travailler sur une nouvelle création. Donc, ça va être la première fois qu'on va avoir l'occasion de voir leur travail dans la stratosphère. Il y a des pépites aussi, des choses qu'on doit découvrir. C'est le 2e volet. Enfin, on pourrait encore en ajouter des musts, là, mais il y a 85 performances différentes au festival cette année. C'est sûr qu'on ne peut pas, malheureusement, ce qui est intéressant, une après l'autre. Oui.
qui est intéressant cette année, c'est qu'il y a des clins d'œil de certains artistes qui ont marqué la programmation des 25 dernières années. Je mentionnais tantôt, Paul, il a joué la première année, puis là, il rejoue au 25e. Murkoff, c'est un artiste qu'on apprécie beaucoup, qui revient, puis à chaque fois, il est très, très apprécié. Donc, il y a quelques... Mais on ne voulait pas non plus que ce soit une édition nostalgique où on ramenait juste les artistes du passé. Mais c'est un bon mélange, puis c'est tout le temps ça qui est intéressant à Mutech, c'est de mettre ensemble dans des mêmes programmes des vétérans puis des nouveaux artistes puis qui ont une connexion musicale ensemble qui fonctionne. Mm-hmm. Ça, c'est vraiment maintenant, les musts que vous avez découverts au fil de la dernière année, là, des choses qui vous ont vraiment frappé, qu'on connaît beaucoup moins. Dans les musts, il y a celui que j'ai mentionné, il y a Daito Manabe, ça c'est sûr. Mm-hmm. Il y a le nouveau projet qu'on présente de Martin Messier à la salle Maisonneuve, qui est une commande d'œuvre de Mutech, un projet qui utilise de l'eau, des gouttes d'eau. C'est vraiment magique, en fait. C'est très, très, très spécial. Ça aussi, on l'a présenté dans différents Mutech à date, là, et ça marche, ça fonctionne super bien. Aussi, au Théâtre Maisonneuve, dans la série Avision, il y a le nouveau projet de Myriam Blo qu'on présente aussi en première nord-américaine. Et sinon, au MTELUS, le premier soir, le vendredi soir, c'est une soirée qui est un peu atypique par rapport à ce qu'on fait d'habitude Mutech, parce que le vendredi soir, c'est un peu plus techno. Là, cette fois-ci, c'est comme dirait Marie-Laure, notre troisième collègue, soit les gens vont adorer, soit ils vont détester. Le public risque de se splitter en deux. C'est une façon de dire que c'est une soirée qui fait un grand écart en différents projets assez spectaculaires, donc notamment les Finlandais Amnesia Scanner qui travaillent avec un Français qui s'appelle Freakatet, qui a travaillé récemment avec One O Tricks Point Never au niveau de la scéno. Fait que ça va être une scéno très intéressante, musicalement très contemporain, je dirais. Là. Fait que cette soirée-là, vraiment, on a un effort de programmation qui est un peu différent de ce que Mutech a fait jusqu'à présent, je dirais. Fait que ça, c'est à ne pas manquer. Puis le lendemain, ben, on ramène un groupe qu'on aime beaucoup, nous, qui est Factory Floor, qui n'avait pas produit d'album depuis presque 10 ans. On avait fait venir Nick Kovod il y a quelques années, puis il a dit j'aimerais peut-être faire un nouveau show, un nouveau projet de Factory Floor. Puis finalement, ben, on va présenter la première mondiale de leur show à Montréal. Qui a un album qui va sortir. Il y a un album qui sort à l'automne. Fait que ça, on a très hâte comme tu dis, c'est probablement une de nos pépites aussi.